Bienvenue sur Review One. Aujourd'hui, nous allons vous parler du cinéma japonais. Alors, jusqu'à présent, lorsqu'on voyait un japonais au cinéma, on pensait à ça. Eh bien non, le cinéma japonais, ce n'est pas seulement des samouraïs, c'est aussi des vrais films, des films d'auteur, des personnages, des histoires et de notre époque. Et pour en parler, je reçois un spécialiste du cinéma japonais, Bastian. Bonjour. Bonjour. Alors Bastian, vous avez écrit un livre sur un réalisateur dont on va beaucoup parler dans cette émission, Shohei Imamura. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter grosso modo ce réalisateur? Est-ce que c'est un vieux ou un jeune ? C'est un monsieur qui a vécu puisqu'il est mort l'année dernière en 2006, à l'âge de 79 ans. En France, il est essentiellement connu par rapport à ses 2 palmes d'or, puisqu'il est l'un des très très rares réalisateurs à avoir obtenu 2 palmes d'or au Festival de Cannes, pour son film La Ballade de Narayama et L'Anguille en 97. Et L'Anguille. Alors, pour vous resituer, ceux qui ne connaissent pas, nous allons tout de suite vous passer un petit extrait de L'Anguille, palmé en Cannes en 1998. Pourquoi est-ce que vous tenez à rester ici? Je n'avais encore jamais rencontré une personne aussi bonne que vous. Quand je me suis blessée au doigt, vous m'avez soignée et soutenue. Vous avez été tellement attentionné. C'était merveilleux. Personne n'avait jamais été comme ça avec moi. Est-ce que vous comptez aller à la pêche cette nuit? Oui. Dans ce cas, je vais vous préparer un casse-croûte avec tout ce qu'il faut. Un casse-croûte? Oui, ça me ferait plaisir. Je vous le donnerai du haut du pont des Cerisiers. On a beaucoup parlé de L'Anguille parce que ça a été palmé à Cannes, mais est-ce que c'est honnêtement son meilleur film selon vous? Alors je vais choquer énormément de gens, le public comme les critiques. Attention, vous allez être choqués. Non, pas du tout. C'est de loin l'un de ses films les moins personnels et c'est plus mauvais. Ah bon? Voilà. Bah, désolé pour le jury du Festival de Cannes, vous êtes tous des nuls. Pour l'anecdote, personnellement, je pense que lui non plus ne croyait pas vraiment dans ce film. Il a bouclé le tournage en moins d'un mois alors qu'il lui fallait beaucoup plus de temps par rapport à tous ses autres projets. Il a été très surpris d'entendre que son film a été sélectionné à Cannes. Il est parti bien avant la fin du festival parce qu'il ne croyait pas du tout avoir la palme et il a demandé à vérifier les comptes du jury pour savoir s'il ne s'était pas trompé. Ah oui, donc lui-même s'est dit le film de toute façon est mauvais, donc je vais jamais gagner. Je ne sais pas s'il pensait son film mauvais, mais il ne croyait pas vraiment dans son produit. Comme quoi tout arrive à Cannes, hein. Même un film qui n'est pas du tout disposé à gagner. Bon, pour revenir à... Pardon, non, vous buvez pas d'eau. Hein. Non, chez nous on boit pas d'eau. Hein. Pour revenir à cette histoire de prostituée, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Alors la société japonaise est quand même assez conservatrice, surtout à son époque. On imagine mal qu'un réalisateur fasse des films sur les prostituées. Comment ça a pu passer? Tout à fait, c'est en fait ça, quelque part, qui a fait sa première réputation. En France, on connaît surtout ces films de la seconde période de la fin de sa vie. On ne connaît pas du tout le premier pan de sa filmographie. Et c'est des films qui ont été très très provocateurs, très en avance sur leur temps. Je pense à La Femme Insecte ou Le Pornographe qui abordait vraiment des sujets très très tabous. La Femme Insecte retrace la vie sur 30 ans d'une prostituée, encore une fois, comment elle est arrivée là, comment elle a été abusée par les hommes. Le Pornographe raconte quelqu'un qui tourne des films porno clandestinement et qui va s'intéresser de très très près à sa belle-fille. Donc c'est quand même des sujets très très provocateurs mais qui ont cartonné à l'époque de leur sortie et certains diront même que c'est lui qui est à l'origine de toute la vague de production érotique qui sont nées dans les années 60, le Pinku Ega, film érotique japonais. En fait, c'est lui qui a déclenché cette vague.
Est-ce que dans la carrière de Shoei Imamura, il y a un avant et un après? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment où, parce qu'au bout d'un moment, ces films, d'accord, étaient peut-être protestataires, un peu hors normes, mais bon, la société a quand même évolué. Est-ce que maintenant, il est perçu comment aujourd'hui? Il va continuer à contester la société japonaise en abordant les sujets tabous de la Seconde Guerre mondiale. Ah, voilà, la Seconde Guerre mondiale. Il va tourner toute une série sur des soldats, par exemple. Il va partir à la recherche de soldats perdus en Malaisie, en Thaïlande. Et en fait, ce sont des soldats qui n'ont pas été rapatriés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, soit ils étaient tout simplement oubliés, le Japon ne savait plus où ils avaient mobilisé toutes leurs troupes, soit ils n'avaient plus l'argent pour rapatrier ces braves gens, soit ces soldats ont refusé, en fait, ils avaient tellement honte, ou alors ils étaient tellement habitués à ces pays, qu'ils ont préféré rester là-bas. Et donc il va à la rencontre de ces soldats et les interroge, les interview, et il en ressort toute une face cachée de cette Seconde Guerre mondiale qui n'a pas été abordée auparavant. Mais là, excusez-moi, vous soulevez un lièvre important parce que la guerre du Japon de la Seconde Guerre mondiale est quasiment occultée, on a l'impression, par le Japon, alors que l'Allemagne a mis des décennies à se flageller sur ça. Le Japon, on a l'impression que c'est tabou, cette période. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait, oui. Oui. Vous êtes allé au Japon plusieurs fois pour le constater, ouais. On n'en parle pas de ça? On en parle encore une fois à un certain niveau, c'est-à-dire que Hiroshima, il y a le mémorial, c'est très très émouvant, il ne faut pas oublier les conséquences de la bombe atomique. Mais encore une fois, comme je disais avant, c'est en victime qui se pose. Oui, voilà. Ce serait perdre la face de dire qu'ils étaient du côté des méchants. Aujourd'hui, on en revient à une extrémisation d'un sentiment de droite, d'un fort sentiment patriotique, en disant « nous n'avons même pas été des victimes, mais nous avons été des héros de guerre ». Il y a des gens qui sont morts pour notre pays. Et donc on voit l'avènement d'énormes blockbusters où ça pétarade dans tous les sens, etc. Mais ce sont des kamikazes, etc. et qui meurent contre le méchant agresseur américain. Alors l'autre aspect que Shoei Imamura dénonce, c'est l'oppression américaine au Japon, qui est, je crois, ressentie véritablement comme une occupation militaire hostile, ou pas? Je sais pas. Non, c'est une véritable occupation, bien évidemment, à la fin de la guerre. Donc c'est véritablement vécu comme une humiliation pour le peuple japonais. Déjà, la perte de la guerre, pour eux, c'est perdre la face, encore une fois, mais en plus, le méchant agresseur occupe leur terre. Il y a le film qui est le plus révélateur de cette oppression américaine dans sa filmographie, c'est quoi? L'occupation en elle-même la condamne quand même aussi dans ses travers. Donc Cochon et Cuirassé, qui est véritablement le premier film à l'avoir révélé au monde, puisque le film a même été projeté à Paris sous le titre de Filles gangsters. Là, il dénonce véritablement l'occupation américaine, c'est-à-dire qu'il va se passer une histoire, mais sur fond d'occupation américaine. Ce sont des gangsters qui vont s'enrichir sur le dos de l'occupant américain, avec un marché noir, la traite de cochons en fait. À travers toute sa filmographie, il y aura toujours un petit peu l'évocation de l'occupant américain. Il a fait Pluie Noire, qui est vraiment qui est sorti en France également. Oui, qui est beaucoup plus connu en France. Voilà, voilà. Alors que justement, au Japon, qu'est-ce qui marche aujourd'hui comme film? Les films américains? Le film américain, tout à fait. Il y a eu une certaine crise du cinéma japonais des années 70 jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Ça ne fait que 2 ans que la production reprend et revient à un niveau antérieur aux années 60. Et le manga là-dedans, enfin je veux dire le film d'animation, type Miyazaki, a une place importante dans toute cette production? Il faut relativiser effectivement. Le gros de cette production, c'est toujours des productions érotiques. Ah oui. Réalisées pour un marché vidéo. C'est-à-dire que les Japonais préfèrent voir
l'érotisme en animation qu'en vrai. Non, là je ne parlais pas d'animation, c'est vraiment des vrais films. Ah pardon, oui. D'accord. Par rapport à l'animation, non, ça joue un rôle c'est vraiment une institution, on va dire, au Japon. Ce n'est pas que pour les petits, mais c'est également les adultes qui vont lire des mangas ou regarder des animés, mais typiquement destinés à un marché adulte, et pas forcément à caractère salace ou autre, non. Érotique. Voilà. La beauté Érotique, de la chair. Ouais. Érotique. Érotique. Non, pour un public plus mature. Donc oui, non, ça prend une très grande place. Alors le livre que vous écrivez s'appelle Shohei Imamura, l'évaporation d'une réalité. D'accord. C'est un livre en 2 parties, une partie chiante et une partie prise de tête. C'est plutôt... voilà. Une partie biographique. Une partie biographique. Et une partie analytique, où je dégage, on va dire, une vision très personnelle sur son œuvre, qui est de dire que il a toujours tendu, pour lui le cinéma, il a dit, le cinéma n'est pas une fiction en soi, il a toujours tendu à chercher un côté documentaire. Donc le réalisateur est décédé l'année dernière. Qu'est-ce qui reste de lui dans la culture japonaise? Est-ce qu'il reste une référence ou bon, finalement? Si son souvenir reste quand même assez vivace, surtout dans la mémoire de grands réalisateurs japonais. Il n'y en a pas un qui ne va pas se revendiquer ou du moins reconnaître le génie d'un Imamura, qui aura vraiment eu du mal à s'imposer. Comme je vous disais, il a connu quand même beaucoup d'échecs cinglants et on ne lui a pas toujours donné les fonds nécessaires à la réalisation de ses films. Mais j'ai parlé avec plusieurs réalisateurs et à chaque fois, ils ont vraiment célébré son génie. D'accord. Merci beaucoup, Bastien. Et nous nous retrouvons la prochaine fois pour un autre cinéma d'un autre pays.